Nous sommes 230 millions d'années avant notre ère, durant le Mésozoïque. C'est à cette époque que le règne des dinosaures débute. Waouh. Alors, je vais pas continuer avec cette intro parce que ça fait chier à faire, mais le cœur y est. Donc, pour faire simple, l'ère des dinosaures débute pendant le Trias, qui est une des trois périodes du Mésozoïque composée du Trias, du Jurassique et du Crétacé, dont la fin signe l'extinction de masse que connaît la Terre, qui entraîne ce que l'on a longtemps appelé l'extinction des dinosaures. Imaginez que nous sommes durant le Trias, le temps passe, les gènes mutent, de nouvelles espèces de dinosaures apparaissent, ça prend des millions d'années à se faire, et puis à la fin du Jurassique, il y a environ 150 millions d'années, une nouvelle espèce apparaît, qui descend vraisemblablement du raptor, et qu'on a quelque temps confondu avec un Compsognathus. C'est l'Archéoptéryx. Pour la petite anecdote, le Compsognathus et l'Archéoptéryx ont été trouvés tous deux en Bavière à peu près 10 ans d'intervalle, dans les années 1850-1860. Et en comparant les squelettes, ils ont d'abord cru que l'Archéoptéryx était un Compsognathus. Les cons. Mais ça, ils sont pas cons. Les gars, ils ont confondu l'Archéoptéryx avec le Compsognathus. Ils sont cons. Bon, après ils se sont rendus compte que l'Archéoptéryx avait des plumes, donc c'est pas la même. Mais avant de vous montrer des photos de cet Archéoptéryx, on va faire un petit jeu. Et je vais mettre des photos, vous allez devoir deviner quelles espèces sont des dinosaures. Attention, petit indice, il y a des pièges, parce que c'est plus rigolo. Vous pouvez quand même dire dans les commentaires combien de bonnes réponses et combien d'erreurs vous avez faites et sur quel animal vous vous êtes trompé. Ça peut être intéressant de voir. Mais revenons à l'Archéoptéryx. Cet animal a mené à penser que les oiseaux pourraient être la dernière lignée des dinosaures. Mais n'allons pas trop vite, car la sentence n'est pas unanime dans la communauté scientifique. Il reste encore et toujours un groupe d'experts luttant contre cette théorie. Ce groupe d'experts est nommé le BAND. Mais que veut dire BAND? Birds are not dinosaurs. C'est un acronyme. Bon, je ne vais pas vous emmerder avec cette théorie, d'autant plus que je la trouve pas vraiment convaincante. Je vous laisse un article dans la description qui explique les idées du mouvement, si vous êtes intéressé. C'est toujours bien de regarder les antithèses. Mais posons-nous une question que je trouve plus intéressante. Et je suis sûr que vous avez envie de me la poser. Les dinosaures sont des reptiles. Alors pourquoi les reptiles actuels ne sont pas des dinosaures? Et si les oiseaux sont des dinosaures, est-ce que ça veut dire que c'est des reptiles? Très bonne question. Les reptiles? Laissez tomber. C'est de la merde. Ce qu'on regroupe sous le terme de reptile, c'est des animaux avec des écailles, souvent longs, et qui sont ectothermes. Ils changent eux-mêmes de température. C'est cadeau. Voilà. Donc le croco, le lézard, les serpents, tout ce qu'on aime quoi. Sauf que les reptiles, d'un point de vue génétique, ils sont pas de la même famille. Et ils sont d'ailleurs souvent éloignés. Et pour certains, ils sont même génétiquement plus proches d'animaux non reptiles. Par exemple, le crocodile est génétiquement plus proche des oiseaux que des lézards. Ouais. Déjà, commençons par éclaircir sur ce qu'est un dinosaure. Bon, vous êtes pas con. C'est des animaux comme dans Jurassic Park. Ah bah non. Du coup, vous êtes con. Enfin, à moitié. Mais c'est pas de votre faute. Hein. C'est vrai que si on se tient pas à jour sur le sujet, on se rattache à l'image qu'on a toujours vue en jouet, vue en dessin animé,
en film, dans Jurassic Park ou Jurassic World par exemple. L'erreur majeure selon moi, c'est de ne pas préciser que pendant le Mésozoïque, tous les reptiles n'étaient pas tous des dinosaures. Par exemple, vous vous êtes peut-être trompé dans le questionnaire de début, les ptérodactyles ou les ptéranodons, ce sont des ptérosaures et pas des dinosaures. Et donc si vous pensez que l'ancêtre dinosaure des oiseaux c'est un ptérosaure, eh bien vous vous trompez. Puisque les oiseaux ont plus de gènes en commun avec un tricératops qu'avec un ptéranodon. Genre beaucoup plus. Les oiseaux ne sont ni des ptérosaures ni leurs descendants, puisque les ptérosaures, eux, ont disparu complètement. On retrouve plein d'autres taxons d'animaux qu'on appellerait communément des dinosaures marins, comme les pliosaures, les plésiosaures, les mosasaures, les ichthyosaures qui ne sont d'ailleurs pas les ancêtres des dauphins, parce que les dauphins sont des mammifères. Tout ce que je viens de vous citer ont disparu, il n'en existe plus sur Terre, et ils n'ont pas eu de descendance. Voilà. Eux, c'est... Il n'y a plus quoi. Alors, qu'est-ce qui reste de cette époque qui est encore en vie, qui est un petit peu badass, à part des piafs qu'on nous présente comme des dinosaures? Il reste des crocodiles, entre autres, qui sont des pseudo-suchiens. Ok? Qu'est-ce que c'est encore ça? C'est ça, 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 et ça. Les derniers pseudo-suchiens vivants aujourd'hui, ce sont les crocodiles, qui ressemblent relativement bien à ce à quoi ils ressemblaient durant le Mésozoïque. Oh, c'est pas mal, c'est féroce. Mais c'est pas des dinosaures. Par contre, si vous voulez un lien entre les dinosaures et les crocos, on les range tous les deux dans un taxon, en gros une famille biologique, qui est appelée les archosaures. Donc, c'est mieux, Niosaures. Voilà. Les archosaures n'ont pas disparu de la Terre, et il y en a d'ailleurs partout. Bon, maintenant qu'on est parti un peu dans tous les sens, et qu'on sait de quoi on parle, on va expliquer pourquoi les oiseaux sont des dinosaures. Et c'est pas des descendants des dinosaures, ce sont des dinosaures. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On va partir du groupe des théropodes, qui est un groupe de grands dinosaures bipèdes. Au départ, on a un groupe de dinosaures de la même espèce. Les membres de ce groupe, selon leur environnement, vont évoluer différemment dans le temps et faire naître de nouvelles espèces. Donc chaque fois que vous voyez se créer une nouvelle branche de l'arbre, c'est que les individus d'une espèce ont évolué d'une différente manière et ont créé de nouvelles espèces. C'est-à-dire que des individus d'une espèce vont se constituer en groupe et vont voyager durant des millions d'années et vont s'éloigner des membres d'autres groupes de la même espèce, jusqu'à être isolés et ne plus pouvoir se reproduire avec les autres groupes. Et donc, en fonction de son alimentation, de son milieu de vie, des contraintes de son environnement, lorsqu'une population de l'espèce se sépare et se coupe du reste de la population de l'espèce, elle évolue différemment, créant une grande diversité de sous-espèces. La branche qui nous intéresse est celle des cellurosaures. Les cellurosaures ont muté de 3 manières. La première, les tyrannosauroïdés, dont fait partie le T-Rex. Ce sont devenus les plus grands cellurosaures. La deuxième branche est celle du Compsognathus, encore lui. Et la troisième, c'est celle du Maniraptor, qui sont eux devenus tout petits. Certains ont ensuite évolué pour retrouver une grande taille, mais à la base, les Maniraptors deviennent tout petits. Je rappelle quand même que ça se déroule sur des milliers et des millions d'années. C'est pas d'un jour à l'autre, voilà, il y a les 3 familles qui se créent et hop, ils changent tous de taille. Les Maniraptors vont eux également muter en plusieurs espèces. Et il n'y a pas que le Vélociraptor. Et donc, l'espèce qui nous intéresse est celle qui a évolué vers le groupe des Paraves, qui veut dire les presque-oiseaux. Cette même espèce, c'est un raptor avec beaucoup de plumes. Les plumes, à la base, apparaissent dans cette branche de raptor pour réguler la température du corps, pour aucune autre raison. Les premiers Paraves ont muté en 3 branches, dont 2 qui nous intéressent. La première est celle des droméosauridés, représentés par les raptors les plus connus comme les vélociraptors, les microraptors, et plein d'autres qui ressemblent pas mal à des oiseaux. Je vous en affiche quelques-uns.
Au passage, le Vélociraptor était tout petit. Il mesurait 75 cm et pesait entre 15 et 20 kg. Alors que certains raptors ont conservé une taille relativement grande, telle que l'Utahraptor, qui pouvait mesurer plus de 2 mètres de haut pour 6 mètres de long. Le second groupe de Paravès a muté d'une autre manière. Il est appelé les avialés. On va schématiser l'évolution. Il faut s'imaginer, par exemple, que les premiers Paravès se séparent en deux groupes. L'un va vivre au sud et l'autre va vivre au nord. Ceux du nord mutent en plusieurs sous-groupes qui donnent des espèces comme le Vélociraptor, qui sont terrestres et qui continuent à utiliser leurs plumes comme thermorégulateurs. Et l'autre groupe du sud, lui, va utiliser ses plumes, toujours comme thermorégulateurs, mais également d'une manière imprévue. L'apparition des plumes n'était pas destinée à ça, il va les utiliser pour voler. Ça s'appelle l'exaptation. C'est une théorie évolutive qui relate de l'adaptation d'un caractère physique chez une espèce vers une utilité qui n'était pas l'utilité initiale du caractère. Par exemple, les plumes sont le caractère. Leur utilité première, c'était de réguler la température et elles n'étaient pas destinées à faire voler. Ça, c'est l'utilité secondaire qui vient par exaptation. L'archéoptérix est d'ailleurs une parfaite représentation de cette évolution puisqu'il est entre raptor qui a des plumes mais qui ne sait pas voler et la mutation du raptor qui a réussi à utiliser ses plumes pour voler. Donc on a avialé. Oui, parce que pour l'instant on dit qu'il est entre les deux parce qu'on n'est pas sûr que l'archéoptérix savait voler. En tout cas on pense qu'il ne pouvait décoller qu'en se jetant d'une falaise et qu'il planait ou volait sur de courtes distances. Maintenant fermez les yeux et imaginez-vous des raptors qui au cours des milliers d'années, voire millions d'années, sautent des falaises de plus en plus pour apprendre à voler. Il a dû y avoir des échecs. Bref, tout ça pour vous dire que la prochaine fois que vous voyez une autruche ou même un moineau, dites-vous que du sang de raptor coule dans ses veines. Je sais pas si vous serez plus impressionné par le moineau, mais c'est quand même stylé. Et pour ceux qui l'extinction des dinosaures, c'est quand même pas un mythe ça. Bah si, les dinosaures ne se sont pas éteints. Il y a 65 millions d'années, l'extinction du Crétacé-Tertiaire débutait par l'impact d'une météorite sur la Terre, puissante comme 5 milliards de fois Hiroshima. C'est pas 5 fois, c'est 5 milliards. C'est énorme. Ça a créé une boule de feu plantée au milieu de la Terre et des pluies acides. À la même période, ça veut pas dire la même année. Ça peut être dans les siècles, dans les millénaires ou plus. un volcan qui se situe aujourd'hui en Inde entre en éruption. Et donc les poussières de la météorite qui étaient énormes et les cendres du volcan obstruent l'atmosphère et les rayons du soleil ne passent plus. La température baisse et les végétaux meurent par manque de photosynthèse. Les herbivores meurent et les carnivores meurent puisqu'ils ne peuvent plus se nourrir des herbivores. La chaîne alimentaire s'effondre. Blablabla, bla bla, vous avez dû l'entendre 1000 fois. Et alors ça c'est pas vrai? Mais si ça c'est vrai. Je me parle à moi tout seul. Par contre, ça n'a pas mené à l'extinction des dinosaures. Ça a causé la disparition de 50% à 60% des espèces vivantes de la planète. C'est tout. Oui, c'est tout. Parce que 180 millions d'années avant, l'extinction du Permien-Trias avait vu disparaître 95% des espèces de la planète. Je peux te dire que tu ne devais pas te faire emmerder par tes voisins. Et petite note positive, durant les prochains siècles, la 6e extinction de masse que l'on vit se traduirait par la disparition de 75% des espèces animales vertébrées. Et devinez par qui c'est fait? Par nous les gars. Eh ouais. On se sert un verre. Ah, t'es le meilleur. Je t'adore. Après l'éruption et l'impact de la météorite, la Terre va mettre des millions d'années à revoir apparaître des forêts. Mais les dinosaures ne sont pas morts.
et ils vont même dominer la chaîne alimentaire. Et ces dinosaures, ce sont des avialés, donc des oiseaux. C'est pas des oiseaux tout mignons, c'est pas le petit canari que mamie a dans sa cage. C'est des oiseaux de 2 mètres de haut qui commencent à dominer la scène internationale dès la fin du Paléocène jusqu'au Pliocène d'ailleurs. Waouh, on a tout compris. En gros, les mecs ils dominent pendant presque tout le Cénozoïque. Et là, vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. En gros, le Cénozoïque, c'est pendant à peu près 45 millions d'années. Au début, c'est le Potogastornis qui est le boss dans les forêts tropicales. Les forêts tropicales, à l'époque, elles étaient partout sur la Terre. Les climats étaient pas les mêmes. Il y avait un climat tropical partout. Donc, les Gastornis, ils étaient vraiment partout, quoi. Puis, pendant le Miocène, apparaissent les Foruracidés. Forurascos, De Vincenza Pozzi et Titanis valerian. Alors eux, ils sont moins imposants que Gastornis, ils sont plus fins et moins grands, mais ça reste de belles bêtes qui ont disparu il y a tout juste 1 million d'années, à l'époque d'Homo erectus. Donc les premiers hommes ont peut-être chassé ces T-Rex à plumes et se sont peut-être fait bouffer la gueule par eux aussi. Mais bon, ça c'est des suppositions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vécu à la même époque. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les dinosaures n'ont pas disparu et qu'on a tous déjà bouffé du dinosaure ou des œufs dinosaures. Et ça, c'est classe, bordel! Surtout, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos et à me suivre sur les réseaux, sur Twitter et Instagram, où je publie aussi les vidéos. Voilà, allez, ciao!